Très chers amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que cette semaine, j'ai reçu ma plaque en fer bleu. Alors, cette plaque en fer bleu, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, normalement, elle est censée me permettre de pouvoir faire de la pizza romaine et de pouvoir diffuser au maximum la chaleur à travers cette plaque et obtenir des résultats qui sont intéressants. Vu que c'est du matériel absolument nouveau, je me suis dit, tant qu'à faire, ne prenons pas de risques. En fait, je me suis dit, on va essayer de faire un truc complètement con et on va voir si ça passe. J'ai donc décidé de faire une pizza avec 90% de taux d'hydratation. Pour ajouter à cette difficulté, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire un tiers de la pâte avec de la biglia et un tiers de la pâte avec de l'autolyse. Et comme si ça ne suffisait pas, pourquoi pas utiliser une farine forte et une farine moyenne. Alors, à votre avis, est-ce que ça a marché ou pas, ou est-ce qu'au contraire, j'étais complètement à côté de la plaque? Allez, on se lance tout de suite dans la vidéo et on va voir si j'ai réussi mon pari. Pour réaliser cette pâte, on va d'abord faire une biglia et une autolyse. Donc pour notre biglia, on va utiliser 108 g d'une farine plutôt forte, ici une farine de Manitoba, donc 108 g. On va utiliser 60 g d'eau à température ambiante et 3,14 g de levure fraîche de boulanger. Pour l'autolyse, on va utiliser 108 g d'une farine avec un W moyen, ici une Caputo Nuvola, à laquelle on ajoutera 64 g d'eau à température ambiante. Pour faire notre biglia, c'est super facile, on va prendre notre levure, on la jette dans l'eau, on va bien mélanger pour que la levure soit complètement dissoute, on va ensuite jeter tout ça dans la farine et on va rentrer dedans avec la cuillère. On va commencer à mélanger sans créer de réseau de gluten. Une fois qu'on a absorbé pas mal d'humidité, on rentre avec les mains et on va mettre la farine qui est sur le dessous, sur le dessus et ainsi de suite. Au bout de 5 minutes, on a cette espèce de texture bien spécifique à la biglia avec ces espèces de bouts de pâte qui se sont créées. Notre biglia est prête, on laisse reposer à température ambiante pendant 1 heure et ensuite on jette notre biglia au frigo jusqu'au lendemain matin. On attaque maintenant notre autolyse. Alors l'autolyse, qu'est-ce que c'est? C'est un procédé de boulangerie. On va mélanger de la farine et de l'eau et ensuite on va pétrir la pâte. Quel est le but de l'autolyse? Eh bien ça va être de créer un réseau de gluten qui est fort, qui est solide. Ça va aussi permettre d'avoir une pâte qui va être belle, qui va être bien aérée. Bref, que des avantages. Donc on mélange notre eau, notre farine et ensuite on va pétrir jusqu'à obtenir une boule de pâte qui ne soit pas tout à fait lisse, peu importe. Ce que vous devez vraiment retenir, c'est que vous devez avoir absorbé toute la farine et qu'il ne faut plus qu'il y ait de farine sur cette boule de pâte. Une fois que l'on a créé cette boule de pâte et qu'on a gentiment pétri, on va couvrir notre bac, notre contenant, on va laisser l'autolyse à température ambiante pendant 3 heures et ensuite on la jette au frigo avec notre biglia jusqu'au lendemain matin. The next day. On se retrouve le lendemain matin après 19-20 heures de frigo et pour terminer notre pâte, on va avoir besoin de 153 g d'eau fraîche qui sort du frigo. On va utiliser 92 g de farine, ici une farine forte Manitoba. Ensuite, pour le sel, 8 g de sel. Et enfin, 5 g d'huile d'olive qui vont nous permettre de colorer la pâte. On va utiliser le pétrin parce qu'on va monter sur des hydratations qui sont quand même un petit peu extrêmes. Et en fait, le but de la manœuvre, c'est que la biglia et l'autolyse qu'on a fait précédemment, que ça nous permette d'incorporer beaucoup d'eau en nous créant le moins de difficultés possible. Je vais donc commencer par jeter ma farine dans le pétrin et le mélanger un petit peu pour aérer la farine. Et ensuite, je jette toute ma biglia, je jette toute mon autolyse et au moins la moitié de mon eau restante directement dans la cuve de mon pétrin. Je mets tout ça à tourner en première vitesse pendant 3 à 4 minutes, histoire que ça commence à bien s'incorporer. Et ensuite, c'est du grand classique. On va rajouter de l'eau au fur et à mesure, petit à petit. On va construire le réseau de gluten. Je ne veux surtout pas trop détendre la pâte. Et quand j'arrive quasiment à la fin de mon eau, je mets mon sel. Ensuite, je termine mon eau, et quand j'ai terminé mon eau, je rajoute le restant d'huile d'olive. Là, vous allez voir, normalement, si vous avez bien pétri votre pâte avec votre machine, avec votre robot ou votre pétrin, vous devriez avoir quelque chose quand même qui est assez collant, un petit peu liquide, mais pour lequel on a un réseau de gluten qui est vraiment bien construit. Une fois qu'on a fait ça, on jette le tout sur le plan de travail. Alors attention, cette phase-là, c'est pas la plus facile. On a une pâte qui est pleine d'eau, donc qui est très collante. Mouillez-vous bien les mains auparavant, ou alors vous mettez de l'huile d'olive et vous allez mettre votre pâte sur le plan de travail, qui forcément sera un petit peu collante. Débrouillez-vous vraiment du mieux possible. Une fois que vous avez mis toute la pâte sur le plan de travail, on va laisser reposer comme ça à température ambiante pendant 5 à 10 minutes avant d'opérer la première série de rabats. 5 minutes later.
On travaille avec une pâte qui est extrêmement collante du fait de son super taux d'hydratation, donc on se mouille bien les mains ou alors on met de l'huile d'olive et on va essayer de rassembler tout ça pour commencer à créer une boule de pâte et former au fur et à mesure des séries de rabats notre réseau de gluten. On va utiliser la technique du slap and fold pour fortifier notre réseau de gluten. Alors vous allez voir, sur ces premiers rabats au début c'est laborieux, c'est pas évident, ça colle beaucoup, mais au fur et à mesure qu'on va avancer, eh bien ça va quand même être de plus en plus facile. Aidez-vous aussi d'une corne de boulanger pour rassembler les morceaux de pâte qui sont sur le côté de la table. Donc vous prenez votre pâte, vous la claquez sur le plan de travail, vous rabattez par-dessus, vous tournez de 90 degrés et vous répétez l'opération. Vous faites ça de manière à créer une boule qui, vous allez voir, va devenir assez rapidement lisse. Ensuite, on met à couvert avec un contenant, on laisse reposer pendant 20 minutes et on revient pour une nouvelle série de rabats. Cette nouvelle série de rabats va se passer un petit peu mieux. Quoi qu'il en soit, je me mouille toujours les mains, soit avec de l'eau, soit avec de l'huile d'olive, et je répète ma technique de slap and fold. Vraiment, il faut être patient, il ne faut pas s'inquiéter si la pâte colle. Vraiment, au fur et à mesure, elle va coller de moins en moins et on va réussir à bien former cette pâte. Comme vous le voyez, je n'hésite pas à me remettre de l'huile d'olive si je vois que ça me colle au doigt, et tranquillement, je fais mon slap and fold, je rabats ma pâte, je lui fais gagner de la force, je vais récolter la pâte sur mon plan de travail avec ma corne de boulanger, et au final, ce sont 3 séries de rabats que je vais toujours opérer de la même manière, et on va voir le résultat juste après. De retour sur la dernière série de rabats, ma pâte est prête. Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je vais préparer ma cassette que j'ai préalablement soit fariné, soit mis avec de la semoule de blé dur fine, ce qui est la technique que je vais choisir, et je vais déposer ma pâte à l'intérieur, je vais fermer ma cassette hermétiquement, et elle va rester au repos à température ambiante pendant 4 heures environ, le temps vraiment que le pâton se détende bien, et ensuite on va pouvoir passer à la mise en place de notre pizza. On se retrouve après un petit peu plus de 4 heures de fermentation, et là, waouh, on a quelque chose vraiment de balèze. Alors, là, je ne vais pas pouvoir utiliser une spatule, bien sûr, pour mettre le pâton sur le plan de travail. Donc, on va d'abord abondamment le saupoudrer avec de la semoule de blé dur fine. Ensuite, on va aussi abondamment saupoudrer le plan de travail avec la semoule de blé dur fine. Et on va retourner notre cassette directement pour que le pâton tombe sur le plan de travail. Donc, le but, ça va être de faire entrer ça dans notre plaque de cuisson. Donc, comme on voit, il manque pas énormément. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer dedans avec les doigts, donc doigts bien écartés. Là, les amis, il faut que je vous décrive ce que vous ne pouvez pas sentir à l'image, mais en fait, quand on travaille une pâte comme ça, elle est tellement légère qu'on a l'impression de travailler avec un nuage. Voilà, là c'est parfait, notre pâte est prête et il va falloir qu'on la transvase dans la plaque. Et ça va pas être la partie la plus évidente. Donc on essaie de prendre la pâte, de retirer la semoule de blé dur fine, et bon gré mal gré, eh bien on la met dans notre plaque en fer bleu. Le but du jeu maintenant, ça va être de bien étendre notre pâte sur tous les côtés de la plaque, donc il faut vraiment qu'on recouvre absolument la plaque au complet. On y va très délicatement et on va recouvrir toute notre plaque. Une fois qu'on a réussi ça, eh bien on va pouvoir garnir notre pizza. On va faire la cuisson en 2 temps et pour commencer notre garniture, on va utiliser notre sauce tomate. Là ici, c'est des tomates d'Aterini qui étaient pelées, que j'ai écrasées à la main. J'ai rajouté un petit peu de sel, quelques feuilles de basilic. On va donc mettre ça sur notre pâte et ensuite on va l'étaler à la main vraiment délicatement. On va pas faire les bourrins et on va en mettre sur absolument toute la surface de la pizza. C'est pas comme la napolitaine où on ne veut pas en mettre sur les bords. Là vraiment, on en met partout sur la pizza. On termine enfin avec une généreuse couche de pecorino ou de parmesan. On saupoudre toute notre pizza et elle va être prête à être enfournée. Pour le four, j'ai choisi une température de 250 degrés en chaleur tournante haut et bas. On va enfourner notre pizza sur le bas de notre four et la laisser cuire pendant environ 11, 12, voire 13 minutes. Une fois qu'on a passé cette phase, on va la sortir et on va ajouter la mozzarella. Après 13 minutes de cuisson, on voit que notre pizza est quasiment cuite et ça va être le moment de rajouter de la mozz. Alors si vous avez, mettez de la fior di latte si possible, de la fleur de lait. Moi là j'avais de la mozzarella di bufala que j'ai bien égouttée et ça va très bien aussi. Donc on met notre mozz un petit peu partout, on met un petit filet d'huile d'olive au-dessus et ensuite on renvoie au four pendant 3 minutes.
Quand on renvoie au four, pensez à bien mettre la position grill pour que les résistances de votre four soient allumées. Ça va permettre de faire fondre la mozzarella, ça va permettre de terminer la cuisson de la pizza, et ensuite, il n'y a plus qu'à la sortir et à constater le résultat. Et voilà notre pizza à la sortie du four, et normalement quand on a bien préparé sa plaque en fer bleu, ça doit glisser tout seul et on peut la mettre à sécher sur la grille qui se trouve à côté. Sur cette chaîne, vous le savez, pas de mytho, moi je vous avoue que je me suis un petit peu battu pour arriver à décrocher ma pizza, mais finalement j'y suis quand même arrivé. On va maintenant terminer de garnir la pizza, et j'ai choisi de faire quelque chose d'un petit peu original. Je me suis dit, je vais faire moitié bresaola et moitié coppa, et ça va nous donner comme ça un résultat qui va vraiment être sympa et gourmand. Comme ça on va pouvoir manger différents bouts, avoir différentes saveurs, et tout le monde va pouvoir en profiter. On n'oublie pas bien évidemment la petite touche de basilic qui nous fait une belle pizza aux couleurs de l'Italie, et on va tout de suite se régaler les yeux avec un petit moment de pizza porn. Et voilà le fruit de tous les efforts que vous avez devant vos yeux. Alors, au bilan, cette pizza, est-ce qu'elle est réussie? Bon, le défi n'est pas complètement relevé, il va falloir qu'on soit complètement honnête. Elle est vraiment belle quand même, mais elle n'est pas montée autant que ce que j'avais espéré. Au niveau de la pâte en dessous, malheureusement, ça manque un petit peu de cuisson. C'est quelque chose qu'il va falloir travailler pour résoudre le souci. Et au niveau de la structure des alvéoles, eh bien, c'est pas trop mal, franchement. Mais on n'a pas une pizza qui est bien montée sur le centre. On a surtout les bords qui ont bien gonflé. Au centre, ça manque un petit peu. Bon, un petit peu de déception de ce côté-là. Défi, on va dire, pas tout à fait réussi. Mais ce qui importe quand même, c'est le goût. Et je peux vous assurer, là, les amis, que à manger, ouf. Alors là, vraiment, ça bastonne, ça tabasse. Je vous invite vraiment à essayer. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et cette pizza romaine. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu. Bon, c'est vrai, elle n'était pas tout à fait parfaite, mais le principal dans la pizza, c'est quoi après tout? C'est de se faire plaisir, c'est d'innover, c'est d'essayer, c'est de chercher. Et je suis vraiment très content d'avoir pu vous partager ça en vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous le savez, c'est toujours ma récompense. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça permet de la faire grandir, c'est très important. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que vous allez vous aussi vous mettre à la pizza romaine. Cuisinez bien, bonne pizza et à très bientôt. Ciao!